Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Cet épisode du podcast de So Sweet Planet est consacré à une exposition intitulée « Femmes photographes de guerre ». Et pour en parler, je suis sur place au musée de la Libération de Paris, musée du Général Leclerc, musée Jean Moulin, avec la commissaire générale de cette exposition, Sylvie Zedman, historienne, conservatrice générale, directrice du musée de la Libération de Paris, musée du Général Leclerc, musée Jean Moulin. Bonjour Sylvie Zedman. Bonjour. C'est long quand même, votre nom de... En fait, c'est historiquement, c'est un musée de la Libération de Paris qui a bénéficié au départ du legs d'Antoinette Sasse, un legs à la ville de Paris sur Jean Moulin. Donc c'est un musée Jean Moulin. Et qui a bénéficié d'une donation de la Fondation Maréchal Leclerc de Haute-Cloque sur le Général Leclerc. Donc ça explique pourquoi ce nom est si long et regroupe tellement de choses. Voilà. Très bien. Bon, c'est bien d'en dire quelques mots puisque quand même c'est un lieu chargé d'histoire, lui aussi, même si aujourd'hui nous sommes là plus pour parler de cette exposition Femmes photographes de guerre que l'on peut voir jusqu'au 31 décembre 2022. Une exposition qui présente les œuvres de 8 femmes photographes reconnues qui ont couvert 75 ans de conflits internationaux entre 1936 et 2011, à l'aide donc d'une centaine de documents, plus de 80 photographies, ainsi qu'une douzaine de journaux et de magazines originaux. L'exposition met en évidence l'implication des femmes dans tous les conflits, qu'elles soient combattantes, victimes ou témoins. L'exposition questionne, je reprends le communiqué, l'exposition questionne la notion de genre, interroge la spécificité du regard féminin sur la guerre, bouscule certains stéréotypes, montre que les femmes sont tout autant passeuses d'images que témoins de l'atroce. Et certaines y laissent la vie. J'ai d'ailleurs vu que seules 3 sont encore vivantes, même si les autres n'ont pas toutes perdu la vie, heureusement, sur le terrain. Quand et comment est né le projet de cette exposition et quelle était votre intention ? Alors le projet d'exposition, en fait, est né en Allemagne. Et il s'agit de 2 historiennes de l'art qui travaillent dans des musées, qui sont allemandes, et qui ont souhaité faire une exposition où elles mettraient en valeur les photos, notamment d'Anja Niedringhaus, qui est une photographe allemande qui est morte sur le terrain. Oui, on a vu les photos. En France, l'information a été relayée, oui, quand elle est décédée. Voilà, elle est décédée en Afghanistan. Et donc, du coup, il y avait cette volonté de lui rendre un hommage, mais plus encore de s'interroger, justement, sur ces femmes qui sont photographes de guerre. Donc, l'exposition a eu lieu à Düsseldorf, au Kunstpalast. Mm-hmm. Et elle a été reprise en Suisse, au Winterthur Photo Museum. Et c'est là que je l'ai découverte, moi, personnellement. Et j'ai été vraiment séduite, non seulement par les photos, mais par l'angle sous lequel cette exposition présentait les œuvres. Du coup, voilà, c'est la naissance de cette envie de montrer au public parisien, au public étranger qui vient au musée, cette richesse, de la redimensionner pour notre espace et puis aussi par rapport à nos préoccupations à nous. On en dira 2 mots. Voilà, et donc on a ouvert pour le 8 mars, la journée de la femme. On a ouvert cette exposition. D'accord. On va aller la voir ensemble et ensemble avec les auditrices et auditeurs, même s'ils verront un petit peu moins que nous, mais vous avez accepté de leur raconter un petit peu pour leur donner envie ce qui se passe dans cette exposition. Est-ce que je peux vous laisser déjà nous présenter ces 8 femmes photographes de guerre qui ont été choisies et nous expliquer pourquoi elles ont été choisies, pourquoi celles-ci ? Alors les commissaires allemandes qui ont réalisé donc l'exposition, on leur doit cette exposition, Anne-Marie Beckmann et Felicity Korn, ont vraiment choisi elles ont choisi des femmes photographes de guerre qui avaient chacune un style très particulier et qui avaient vraiment une personnalité qu'on pouvait ressentir dans les photographies. Et donc, c'est ça qui était intéressant pour elle en première analyse, c'était ces différents regards.
Alors pour ce qui est de la façon dont nous avons revu cette exposition, s'ajoute à ces 8 femmes avec une personnalité très, très spéciale pour chacune, l'envie, de mon point de vue, de montrer l'étendue des conflits qu'elles ont couverts. Et donc de se poser aussi la question de la façon de couvrir des conflits pendant 75 ans, qui est forcément différente, ne serait-ce que techniquement. Oui, le matériel a évolué, les moyens de transmission. Mais les guerres aussi ont évolué. Oui. Ce ne sont pas les mêmes guerres. Et donc, voilà, j'avais envie de montrer tout ça de manière un peu condensée, de façon à ce que nos visiteurs s'interrogent sur la guerre, s'interrogent sur qui prend la photo, et s'interrogent aussi sur à quoi ça sert de prendre ces photos. Eh oui, c'est ça. L'exposition donc aborde une problématique partagée par les correspondants de guerre. Donc là aussi, je reprends un petit passage du communiqué qui est « Comment témoigner de la sauvagerie de la guerre ? Faut-il passer par une vision crue ou par une euphémisation formelle ? Ces photographes dont les œuvres vont des conflits européens des années 30 et 40 aux guerres internationales les plus récentes font appel à une grande variété stylistique et narrative. » Et là, il est écrit « Leurs approches alternent entre le maintien d'une distance objective, le constat et l'implication personnelle. » En fait, c'est un équilibre assez sensible. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que chacune d'entre elles doit composer avec cet équilibre. Et pour chaque photo et sur chaque terrain, chaque théâtre d'opération. En fait, ça se pose à tout le monde, en fait. C'est la question de l'intervention. Quel est le rôle que l'on s'assigne ? Et là, on est sur la question de photographes de guerre, donc de femmes dont c'est le métier, qui doivent porter à l'opinion publique un certain nombre de faits. Mais comment est-ce qu'elles vont faire ? Et quelle partie elles vont prendre ? Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant dans cette exposition. Il y a aussi le point du recadrage. Cette exposition interpelle sur le recadrage de la photographie et sa mise en scène pour l'adapter aux besoins de la presse. Alors là, je n'ai pas encore vu l'exposition, mais c'est vrai que ça m'a intriguée parce que c'est jusqu'où on peut adapter pour les besoins de la presse. C'est ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça dans l'exposition. Effectivement, il faut avoir aussi conscience qu'une durée de 75 ans permet de voir en fait que ce qui nous paraît quelque chose aujourd'hui, une photographie soit très dure ou au contraire une photographie qui n'a pas grand sens ou très emblématique, etc., n'est pas perçu comme cela à l'époque. Ah oui. Et donc, ça nous permet aussi de nous interroger sur la façon dont l'opinion publique évolue, le regard évolue, les prises de position évoluent. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de le faire au travers des photos et de la façon dont elles sont travaillées par la presse. Et ça, est-ce qu'au fur et à mesure des années, parce que les besoins de la presse évoluent et le besoin de sensationnalisme a pris beaucoup plus d'importance pour des questions d'audience en général dans les médias, dans les grands médias, est-ce que ça influence au niveau des choix de retenir telle photo plutôt qu'une autre ? Alors déjà, pour le sensationnalisme, regardez la presse du 19e siècle. Ce ne sont pas forcément des photographies, évidemment. Ce sont des dessins. Mais la presse à sensation, ça existe depuis des années et des années. Donc, et puis le dessin de presse, etc., peut être aussi sensationnaliste. Oui. Il y a un désir d'une certaine partie de l'opinion publique de voir des choses sensationnelles. Ou un désir de présenter ou d'être complaisant. Enfin, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Oui. Alors, il est certain que quand un photographe de guerre, femme ou homme, doit faire des photos, il se pose forcément la question de la vendabilité, de la commercialisation possible de ces photos. Il a envie, c'est son métier. Et donc ça, Christine Spengler raconte extrêmement bien la façon dont elle prend des photos parce qu'elle doit les vendre, et puis des photos parce que ces photos-là représentent quelque chose pour elle. Et c'est ce qu'on montre aussi dans l'exposition. On montre des photos qui n'ont pas été publiées et d'autres qui l'ont été. C'est ce qui illustre cet autre petit passage que j'ai lu par rapport au catalogue. Il s'en est fallu de peu que l'image emblématique du quartier de Beyrouth prise par Françoise de Mulder ne soit pas retenue par son agence, car les intentions des photographes ne sont pas forcément celles que souhaitent promouvoir les médias. Oui.
Et là, on en a un exemple sur une photographie qu'on verra tout à l'heure, et qui n'a pas été retenu par l'agence, Gamma, et pourtant qui a eu un prix, qui a reçu un prix. Et Françoise de Mulder était la première femme à recevoir ce prix. On ne les a pas citées, les 8 femmes. Je vous laisse les citer peut-être. Alors, il s'agit de Gerda Taro, qui a couvert surtout et que la guerre civile en Espagne. Lee Miller, dont on voit le travail durant la Seconde Guerre mondiale, après le débarquement. Catherine Leroy, qui est partie au Vietnam, qui a fait des photos à Beyrouth, qui a fait des photos un petit peu partout dans le monde. Christine Spengler, dont vous aurez l'occasion de reparler, et qui a fait aussi des photos au Vietnam, au Cambodge. Françoise de Mulder, qui était vraiment l'une des seules femmes à être présente lors de l'entrée des communistes à Saïgon. Et qui a fait cette fameuse photo emblématique de Beyrouth. Suzanne Meiselas, là on change de continent, c'est une photographe américaine qui a couvert le Nicaragua et le Salvador. Caroline Cole, que nous avons eu le plaisir de recevoir à l'inauguration, elle a couvert énormément de conflits contemporains en Irak, en Afghanistan, dans les territoires palestiniens, et donc c'est vraiment un travail très riche et passionnant. Et puis Anja Niedringhaus, qui est allemande et qui a couvert l'Irak et l'Afghanistan notamment, et qui est morte en 2014 dans un attentat. Oui. Et Lee Miller, donc j'ai regardé récemment le documentaire sur Arte, que l'on peut encore voir. Je ne savais pas à quel point sa vie était complètement incroyable et extraordinaire. Je sais que son fils et sa petite-fille, je crois, étaient présents et son arrière-petit-fils. À l'inauguration de cette exposition, avec cet aspect très étonnant, puisqu'ils n'ont pas su de son vivant, je crois, qu'elle avait fait tout ce qu'elle a fait en tant que photographe de guerre. Je trouve ce parcours incroyable. Je vais mettre le lien du documentaire aussi dans le texte de descriptif du podcast. Je crois qu'il est encore pour, je ne sais plus jusqu'à quand je vais regarder. Mais il est encore sur Arte, oui. J'ai regardé. On l'avait programmé aussi ici. Une autre question, là c'est une interrogation, je dirais presque personnelle, que je me suis posée en voyant ces noms. C'est qu'en fait, il n'y a pas de photographe du continent africain ou asiatique. Est-ce qu'elle n'était pas encore assez reconnue dans le milieu international? Est-ce que les agences de presse travaillaient peu avec ou... Pour vous répondre, je pense vraiment qu'il y a une question dans la sélection. La sélection s'est faite sur des femmes photographes de guerre qui étaient reconnues par des prix. Et donc, pour des questions très claires d'accessibilité à la profession, au théâtre d'opération et au prix, effectivement, il s'agit de femmes occidentales. Oui. Bon, ça changera peut-être à l'avenir. On le souhaite. Oui, on le souhaite. Je vous propose donc que l'on fasse un petit parcours dans cette exposition que j'ai hâte de découvrir avec vous. Merci. Absolument. Donc, j'ai commencé par vous présenter une photo de Gerda Taro. Gerda Taro, qui est une photographe qui était la compagne de Robert Capa et qui était une jeune femme juive sympathisante communiste, qui est donc partie en Espagne pour faire des photographies pour les journaux progressistes français et étrangers d'ailleurs. Donc je vais vous parler d'une photographie qui me semble très intéressante, qui est la fameuse photographie de la Capitana, où en fait il s'agit d'une jeune femme qui est à l'entraînement sur une plage à Barcelone. Et donc elle tient un pistolet en main, elle est à moitié agenouillée et on voit qu'elle est en train de viser. Et c'est vraiment une photographie extrêmement posée. Évidemment, on ne tire pas comme ça, déjà pour commencer. Et donc ça a été mis en scène pour la photographe. Et on voit même que la jeune femme porte des chaussures avec un petit talon. Donc oui, pas du tout. Ça fait un petit peu décalé. Voilà, un petit peu décalé. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une photographie qui pour nous est devenue complètement emblématique. C'est une icône. Mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'en 1937, ça n'était pas forcément le cas. Parce qu'on voit par exemple que dans le journal Vue,
du 29 août 1936. Cette photo est reproduite parmi d'autres photos de femmes qui sont des soldates républicaines en Espagne. Et finalement, cette photo, elle est pas exposée de manière très visible. Elle fait partie d'un groupe de photos, elle n'est pas très très grande. Et même il y a une autre photo mort dessus. Et on s'aperçoit que, au final, ce sont plutôt les visages des combattantes qui sont mis en avant, et pas cette photographie qui est très posée et qui, pourtant, aujourd'hui, est si emblématique. Donc ça fait partie des photographies qui m'intéressent parce qu'elles donnent aussi l'évolution du regard des visiteurs, des spectateurs, l'évolution du regard sur les photographies. On les charge de choses dont elles n'étaient peut-être pas à l'époque chargées. Voilà. Et ça me paraît très intéressant. Alors elle est décédée en 1937. En fait, elle a été accrochée par un char républicain et elle est passée... Voilà, elle est morte des suites de ses blessures après cet accrochage. Et donc elle était toute jeune, elle avait à peine 27 ans. Alors Gerda Taro, du fait de son décès brutal et si jeune, ses photos ont été mélangées à celles de Robert Capa. Il a été complexe de faire la part entre ce qui avait été fait par Gerda Taro et ce que Robert Capa avait de son côté pris comme photographie. Et ça a été fait dans les années 2000, c'est très très récent en fait. C'était pas identifié? Non, elle n'était pas identifiée aussi bien que ça. Et Robert Capa, lui, a survécu à la guerre d'Espagne bien sûr, mais il est mort en fait dans les années 50 en Indochine. Et donc de ce fait, il y avait une lacune à ce niveau-là, les choses étaient assez mélangées. Vous êtes dans le petit espace là qui est consacré à Lee Miller, la seconde photographe dont nous exposons les photographies. Et Lee Miller est américaine, elle est venue en France dans les années 30, elle était la compagne de Man Ray, qui était un photographe très réputé, mais photographe d'art, aux côtés des surréalistes. Elle a eu son propre studio, pas loin du musée d'ailleurs. Et donc Lee Miller a été accréditée par l'armée américaine lors du débarquement. Et elle a suivi donc l'armée américaine. Elle était l'une des 4 ou 6 femmes qui étaient accréditées, qui pouvaient suivre comme ça l'avancée des GIs, l'avancée des soldats américains. Donc elle a photographié bon nombre de choses sur la libération, notamment de Saint-Malo, la libération de certains camps de concentration. Donc elle était aux premières loges pour voir certaines choses à Buchenwald ou à Dachau. Et moi je vais vous parler de cette photographie-ci, qui représente, alors à première vue, on voit une femme allongée, elle a la peau très pâle, la lumière tombe sur son visage de manière assez crue, et on comprend relativement vite qu'en fait elle ne dort pas, mais qu'elle est morte. Cette photo, alors, quand on la voit, au premier regard, on a l'impression d'une jeune femme apaisée, voilà, qui partit doucement. Et puis en se penchant de plus près, elle est presque dérangeante, cette photo, avec cette bouche entrouverte, ses narines pincées. Et plus on la regarde, plus elle dérange. Et en fait, il s'agit de la fille du maire de Leipzig, en Allemagne. Et il se trouve que toute la famille était nazie, une famille de nazis, et que face à l'avancée des Alliés, ils ont préféré se suicider. Et donc, la photographie qu'en donne Lee Miller est une photographie très étrange, finalement. Une espèce de belle au bois dormant, mais est-elle si belle que ça? J'en sais rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a d'autres photographies de cette scène, prises par d'autres photographes, dont d'autres femmes d'ailleurs, et qui sont beaucoup plus, factuelles. Et on voit tous les corps qui sont allongés et tous ces gens qui se sont suicidés. Et c'est vraiment une photographie décalée, vraiment dans la manière de Lee Miller. C'est intéressant. Oui. Voilà, c'est intéressant et c'est pour ça que nous avons choisi ces 8 femmes. Oui. C'est pour ces regards très différents les uns des autres. Alors, j'attire votre attention sur le fait que, bien que travaillant dans un magazine féminin, Vogue, Lee Miller a réussi à faire publier cette photographie qu'on peut voir
voilà, dans une double page qui s'intitule Nazi Harvest, pour traduire par la récolte de la moisson de ce qu'ont semé les nazis, parce que Lee Miller était très dur par rapport à ça. Et elle a une autre double page où elle dit les Allemands sont comme ça, ce qui a été très marqué par l'attitude de déni des Allemands face aux conséquences de la guerre. La troisième photographe dont nous montrons le travail est Catherine Leroy, une Française qui est née en 1944 et qui décide à 21 ans, alors qu'elle n'a aucune expérience en matière de photographie, c'est une jeune fille qui a appris à sauter en parachute, ça c'est important, mais bon, qui n'a pas montré spécialement de disposition. Et donc elle décide de partir au Vietnam. Elle est toute jeune. Et donc elle a un billet, un aller simple, comme on dit, et elle part au Vietnam avec un appareil photo. Et là, sans travailler pour personne. Ah non, elle va trouver sur place. Mais le Vietnam a été un conflit qui a attiré beaucoup de photographes et beaucoup de reporters. Il y avait une espèce d'espace de liberté qu'il n'y a pas dans d'autres conflits en fait. Parce que c'était un conflit qui était un conflit, je dirais, non officiel, dans la mesure où il y avait une république communiste au nord, un régime très autoritaire au sud, épaulé par les Américains. Mais épaulé, c'est-à-dire que les troupes américaines venaient en soutien. Et donc elles n'étaient pas belligérantes, si je peux dire. Sur le terrain, oui, mais voilà. Donc Catherine Leroy a profité de cet espace de liberté pour faire des photos. Et on voit vraiment que cette femme s'est complètement investie dans les photographies qu'elle a produites. Vraiment, on sent qu'elle est, mais vraiment sur le terrain, c'est le cas de le dire. Alors, je vais vous parler d'une photographie qui est très violente, un coup de poing en pleine figure, donné par un Marines américain à un soldat du Viet Cong qui l'a trouvé dans une rivière. Donc on voit la violence du coup, on la voit, on l'aperçoit, c'est très très fort. Et la question qu'on se pose, c'est mais où est la photographe ? Où s'est-elle mise pour faire une telle photo ? C'est vraiment ça pose question. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce reportage-là de Catherine Leroy, a été proposé à elle, qui a fait le magazine, qui a fait un sujet sur Catherine Leroy, en expliquant cette petite Française qui étonne les Américains. Et donc on voit en quelque sorte la photo d'après, où un soldat Viet Cong est tiré de l'eau par les Marines. Ça se passe exactement au même endroit. Et on se demande là encore, où est-elle ? Alors, il se trouve que dans l'exposition, pour que les visiteurs puissent faire le rapport entre les photographies prises par ces femmes photographes de guerre et ce qu'elles sont devenues, leurs publications notamment, on présente des magazines. Alors là, on présente un numéro de Elle, dans lequel figurent ces photographies de Catherine Leroy. Donc un Elle de quelle époque ? C'est un Elle du 13 mai 1968. 13 mai 1968, donc en pleine guerre du Vietnam. Un numéro de Paris Match du 13 mai 1967, donc juste un an avant, où sont présentées les photos de Catherine Leroy prises d'un ambulancier qui s'appelle Vernon Wykes, une série de photographies, et puis la couverture du Life qui est un magazine américain, du 16 février 1968, où Catherine Leroy explique comment elle a été arrêtée, emmenée en captivité par des soldats vietnamiens qui l'ont remise en liberté à condition qu'elle présente les forces vietnamiennes comme étant de même qualité que les forces américaines. Donc je vais vous parler de Christine Spengler, pour laquelle vous aurez un interview très prochainement. On va peut-être parler de la photographie qui nous sert finalement d'emblème et d'affiche, qui est une photographie absolument incroyable de désastre et de... Comment dire, on a l'impression que c'est une catastrophe naturelle qui s'est produite, tellement
Le paysage est complètement bouleversé avec des mares d'eau, tout est à terre, c'est en plein midi et pourtant il y a une brume, on a l'impression que c'est de nuit. Et donc Christine Spengler a fait cette photographie et ce qu'elle nous a expliqué, c'est que face à ce désastre, elle a pris une photographie, elle prend en général une seule photographie. Hein. Mais là, le personnage qui se trouve juste sur la droite s'est retourné et elle a fait une deuxième photographie parce qu'elle trouvait ça vraiment poignant de voir le désarroi de cet homme face à quelque chose qui a été urbanisé et qui est un champ de ruines. Alors, Catherine Leroy, Christine Spengler et Françoise de Mulder étaient ensemble au Vietnam. Donc elles étaient collègues et concurrentes, hein, parce qu'il fallait bien vendre les photos qu'on fait. Elles sont faites pour être quand même vendues. Donc elles étaient concurrentes sur le terrain, mais elles se connaissaient. Et donc les photographies que nous présentons de Françoise de Mulder sont intéressantes parce que, au contraire de Christine Spengler, elle montre assez peu d'empathie. Elle est plutôt dans quelque chose d'assez objectif. Et donc, sa façon de saisir les scènes est très particulière. Alors, on va parler de cette photographie-là, puisque c'est la photographie qui a fait hésiter l'agence Gamma. En fait, cette photographie se déroule à Beyrouth en 1976. Les milices chrétiennes viennent de commettre des massacres dans la population musulmane de cet endroit, de ce quartier. Et donc, on voit une femme qui porte un voile blanc, une femme d'un certain âge qui demande pitié en fait. Hein. Elle implore un soldat des milices chrétiennes, lui on le voit de 3/4 d'eau, avec une cagoule noire sur la tête et son fusil. Donc il est extrêmement menaçant. Et on voit des personnages qui s'enfuient, les ruines, l'incendie qui a été provoqué par les représailles, qui vont être suivies d'autres représailles. Donc c'est le cycle infernal du Liban. Et cette photographie n'avait pas été retenue par l'agence Gamma, qui ne la trouvait pas intéressante. Et il se trouve que c'est cette photographie qui a permis à Françoise de Mulder d'être la première femme a gagné le World Press Photo. Donc elle a été photographe de l'année grâce à cette photographie-là, qui a été reproduite dans de nombreuses publications du coup. Et là on montre un journal, Die Zeit, c'est un journal allemand qui fait la part belle à cette photographie. Quand on voit la photographie, on se demande, on aimerait interviewer les responsables de Gamma à l'époque pour savoir pourquoi ils ne la trouvaient pas intéressante. Alors, encore une fois, à l'époque, on est en 76, donc la façon de juger d'une photographie n'est pas celle que nous avons aujourd'hui. Mais c'est une photo tout à fait emblématique. Enfin, quand on la voit, elle reste sur la rétine. Hein. Cette femme en train d'implorer, en train de supplier face à... on a l'impression que c'est la paix et la guerre qui se font face. Hein. Oui. La désolation. La désolation, et Françoise de Mulder disait elle-même que de toute façon, tous les protagonistes de cette photo sont morts pratiquement, dans les semaines qui ont suivi. C'est vraiment, c'est une incarnation de la guerre. Suzanne Meisler, c'est une photographe américaine qui a d'ailleurs actuellement une exposition à Paris, une exposition artistique à Paris. Donc, à la couleur. Ah, voilà. Et donc, elle a réalisé, en fait, 2 reportages particulièrement intéressants, réalisé bien d'autres choses, hein, mais 2 reportages particulièrement intéressants à la fin des années 70, au début des années 80, sur ces petits pays d'Amérique centrale dont personne n'avait jamais entendu parler. Donc, elle s'est rendue au Nicaragua, au moment où, dans ces années 78, un mouvement populaire commençait à s'organiser contre le régime de Somoza, donc qui était une dictature. Et donc, elle est allée faire des photographies, mais quand on dit au plus près, c'est vraiment très proche. Elle a été finalement très bien accueillie par les populations, et elle a fait des photographies en couleur, ce qui lui a été largement reproché, comme si la guerre ne pouvait exister qu'en noir et blanc.
Et comme elle le disait, mais ce pays, c'est un pays de la couleur. Donc, vous voyez, si on prend l'exemple de cette photographie-là qui est complètement colorée, hein, il s'agit de passagers d'un bus qu'on a fait descendre. Alors déjà, le bus est jaune, mais on les a fait descendre et ils lèvent les mains parce que c'est un contrôle, voilà, de la part du gouvernement sur des gens qui sont en transit dans un car. Donc on voit toutes ces personnes qui sont habillées avec des tas de couleurs différentes, qui sont en train de lever les mains. Alors c'est à la fois une scène presque gaie à cause des couleurs, oui, et à la fois tragique, parce qu'on voit bien qu'elles sont en train de lever les mains, et puis donc elles sont fouillées. Voilà. C'est une scène de contrôle, c'est une scène policière, militaire. Hein. Et on ne sait pas d'ailleurs s'ils vont être fusillés. On ne sait rien de leur devenir. Mais on sent qu'il y a un rapport de domination. On sent qu'il y a un rapport de domination. Alors même si la photo est prise vraiment oui, frontalement, hein, oui, mais elle est presque parmi eux. On sent qu'elle est presque parmi eux. Et ces photographies, ce type de photographie, elle ne va pas le faire au Salvador, quand elle va aller l'année suivante au Salvador, parce qu'au Salvador, la situation est tellement tendue qu'elle ne peut pas se permettre en fait d'être aussi près des populations et de photographier des scènes de ce qui se passe. Donc elle arrivera après coup au Salvador, elle fera des photos après coup. Alors que là, on voit bien que les photos, on est plongé dedans, on est avec elle. Alors Caroline Cole est photographe pour le Los Angeles Times, elle l'est toujours, mais elle a arrêté de faire des photographies de guerre. C'était son choix et on comprend très bien. Donc avec Caroline Cole, on passe au numérique, hein, on peut dire. Ce qui est vraiment assez marquant dans le travail de Caroline Cole, c'est qu'elle fait des photographies d'une esthétique extrêmement travaillée. Vraiment. C'est comme s'il fallait que l'esthétique permette aux visiteurs de rentrer dans la photo avant qu'ils soient pris par l'atroce. Oui. Voilà. Donc ça donne des photographies qui sont très très bien cadrées, qui sont extrêmement travaillées dans les couleurs aussi. Vraiment un souci esthétique. Quand vous voyez une photographie comme celle-ci, alors cette photographie a été prise dans la cour de l'église de la Nativité à Bethléem. En 2002. Il y avait un siège de cette église par les forces israéliennes. Alors là encore, on est dans des systèmes de représailles, contre-représailles, re-représailles. Et donc, s'étaient réfugiés dans l'église des forces policières et des militants palestiniens, surveillés par les Israéliens. Et l'un d'eux est sorti dans L'un des Palestiniens est sorti dans la cour et il a été la cible d'un sniper israélien. Et donc ce qu'on voit sur la photo, c'est cet homme qui est blessé, on sent bien qu'il est en train de mourir. Hein. Et toutes les mains secourables autour de lui pour l'accompagner, pour l'aider à franchir ce cap. Et la lumière est très très belle, très douce, le visage est très doux. Les gestes sont extrêmement doux aussi. Il y a une douceur de cette scène de mort, finalement. Hein. Il y a une douceur qui en résulte et qui nous permet de la regarder, finalement. Alors, on va terminer par Anja Niedringhaus, une photographe allemande qui est morte dans un attentat en 2014 sur le terrain. Et alors, la particularité d'Anja Niedringhaus, c'est que c'est une photographe de guerre donc, qui fait des photographies en numérique, bien sûr, en couleur. Elle les vend en couleur, mais elle a souhaité, elle l'a dit plusieurs fois, que ces photographies soient montrées en noir et blanc. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait appel à son tireur pour qu'il nous fasse les photographies en noir et blanc. Donc elle a photographié beaucoup, vous verrez, l'Afghanistan, hein, beaucoup de photos en Afghanistan. Elle était embarquée auprès de l'armée américaine et donc elle a assisté à beaucoup de choses. Et finalement, elle a développé aussi une certaine sensibilité vis-à-vis des soldats avec qui elle partageait beaucoup de choses. Et donc, si on prend cette photographie, que j'aime bien cette photographie, on comprend ce qu'elle veut dire.
Sur cette photographie, on voit des soldats, des Marines, mais surtout on en voit un de dos. Et c'est celui-là qui nous interpelle parce qu'on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Puis en s'approchant, on comprend qu'en fait, dans son sac à dos, au premier plan, ce qu'on voit, c'est une figurine. C'est une poupée mannequin d'un soldat qui est habillé comme lui, qui le représente. Et donc, on a une espèce de mise en abîme là, et on voit que finalement, ces jeunes soldats qui ont été envoyés sur des terrains qu'ils ne connaissent pas du tout, face à des ennemis qu'ils ne perçoivent pas du tout, et ils sont vraiment perdus, c'est ce qu'on voit dans toutes les photographies, ils essaient de se rassurer en quelque sorte avec des espèces d'objets du quotidien, des objets qui leur tiennent compagnie, qui sont des projections d'eux-mêmes. En plus, c'est quelque chose des enfants, ça, ces petites... C'est quelque chose d'enfantin. Il y a quelque chose d'enfantin, c'est oui. l'époque où il y avait les petites poupées Barbie et il y avait les équivalents masculins, je crois que ça s'appelait G.I. Joe. Je ne sais plus, c'est Action Man, G.I. Joe, etc. Voilà, mais c'est ce genre de... Voilà. Mais on se demande ce que ça fait là. On se demande ce que ça fait là. Et ce que ça fait là, c'est pour dire que ces soldats sont tellement jeunes. Tellement jeunes. Et donc, on voit les deux faces, finalement. Les combattants qui sont des combattants locaux, qui défendent leur territoire, etc. Et puis, de l'autre côté, ces soldats qui sont envoyés, qui n'ont rien à faire là, en quelque sorte. C'est ça que disent ces photographies. Et voilà, ça conclut un peu cette exposition avec voilà, la volonté de montrer qu'au-delà de la photographe, oui, il y a aussi la photographie. Voilà, on remercie chaleureusement Sylvie Zedman pour cette visite qui nous donne un aperçu de cette belle exposition avec ces commentaires que vous avez pu entendre sur une photo de chacune de ces 8 femmes exceptionnelles, photographes de guerre. Vous pouvez voir Femmes photographes de guerre jusqu'au 31 décembre 2022, une exposition qui présente les œuvres de 8 femmes photographes reconnues qui ont couvert 75 ans de conflits internationaux entre 1936 et 2011. C'est au Musée de la Libération de Paris, Musée du Général Leclerc, Musée Jean Moulin, dans le 14e à Paris. Je vous mets les informations et les liens pour en savoir plus dans le descriptif de ce podcast. Et dans le prochain podcast de So Sweet Planet, je vous propose une interview de la photographe correspondante de guerre et artiste plasticienne présentée dans cette exposition, Christine Spengler. À bientôt. Vous pouvez retrouver So Sweet Planet sur Twitter, Facebook et Instagram. Si cette interview vous a plu, n'oubliez pas de noter ce podcast sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de me laisser un petit commentaire. C'est très important pour le classement de So Sweet Planet. Enfin, autre information capitale, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. So Sweet Planet est un média indépendant et autoproduit. J'ai besoin de votre soutien et je vous offre en plus pas mal de contenus exclusifs. Venez les découvrir. Je vous mets le lien vers Patreon dans le descriptif de ce podcast. À tout de suite.